Est-ce qu'un simple échec définit pour toujours ta carrière ou tes qualités en tant que joueur? Est-ce qu'un prêt raté signifie forcément que c'est toi le fautif, que tu n'es pas au niveau? Est-ce que la pression d'un pays qui a soif de stars et de gloire est trop lourde à porter pour celui qui en représente l'excellence? Voilà toutes les questions qui ont dû trotter dans la tête de Take Kubo quand son prêt à Villarreal s'est retrouvé cassé. À 20 ans et alors que tout le monde parle de lui comme le nouveau Messi, le japonais sort d'un second prêt compliqué et déjà des questions se posent quant à sa capacité à s'adapter au football de très haut niveau. Pourtant, aujourd'hui, on est le 3 décembre 2023 quand j'écris ça, et Takefusa est considéré comme un des meilleurs joueurs du championnat espagnol. Alors comment a-t-il réussi à passer d'un échec à une tête d'affiche de la Liga? C'est ce que l'on va voir dans cette première vidéo du mois de décembre. Tout le monde connaît l'histoire de Kubo. Alors qu'il domine les catégories jeunes au Japon, il se fait repérer dans un tournoi où il tabasse le Barça. Directement, la cellule de recrutement saute sur l'occasion. Sa famille se voit offrir l'opportunité d'emmener leur enfant dans l'un des meilleurs centres de formation du monde, l'arrachant de ses racines nippones pour une implantation en Catalogne. Il passera 4 ans en Espagne, il découvrira le football européen, pliera classique sur classique entouré de jeunes inconnus comme Xavi Simons ou Ansu Fati. Et son histoire commencera déjà à s'écrire puisque son talent évident lui vaudra d'être surnommé le Messi japonais. Mais le Barça n'ayant pas attendu Bartomeu pour commencer les magouilles chelous, une énorme sanction donnée au club mettra un frein à sa formation. Que ce soit avec des Coréens, des Japonais ou des Français, le Barça a enfreint le règlement fixé par l'UEFA concernant les transferts de jeunes mineurs et n'a plus le droit de faire jouer les jeunes liés à l'infraction. Kubo tentera de rester, mais puisqu'il n'a plus l'occasion de jouer, il finira par rentrer au pays. Là-bas, il rejoint le Tokyo FC. Il grandit dans les catégories jeunes du club tout en restant très proche de Barcelone, très proche de ses émissaires qui le suivent partout. Après avoir fait ses débuts en pro à 15 ans, les opportunités de jouer sont rares et son club acceptera de le prêter à un club voisin en difficulté, les Yokohama Mariners. Là-bas, il rencontrera un certain Ange Postecoglou, un Australien venu entraîner au Japon qui lui permettra d'enfin faire ses vrais débuts professionnels et d'enchaîner les matchs. L'histoire est lancée. De retour de prêt, il s'impose en tant que titulaire, il commence à se faire un petit nom par son jeu, par sa technique, ses dribbles, sa facilité pour éliminer ses adversaires et impressionne les observateurs. Malgré sa cote, il garde toujours contact avec Barcelone. Et dans le même temps, la sélection suit ses progrès et le surclasse dès qu'il semble prêt pour l'étage suivant. Une opportunité de le montrer avec la sélection se montre avec la Copa América. Le Japon est invité et décide d'y envoyer une équipe de jeunes pour qu'elle prenne de l'expérience sous le maillot nippon. Lui qui vient tout juste d'avoir 18 ans, qui est donc éligible à un transfert en Europe, en profite pour montrer qu'il peut être un atout à sa sélection, mais aussi pour son futur club. Tout se bouscule très vite puisque par la suite, lui qui est en fin de contrat se retrouve avec une multitude de propositions plus alléchantes les unes que les autres. Et si certains rateront le japonais à cause d'une incompréhension sur son contrat, Barcelone refusera de s'aligner sur les demandes du clan du joueur, que ce soit pour son plan de carrière ou sur l'aspect financier. C'est finalement le grand Real Madrid qui volera la pépite des mains de ceux qui l'avaient découvert, lui offrant un contrat et un plan de carrière plus en adéquation avec ses demandes. Si l'idée de base était un passage avec la Castilla afin de lui laisser le temps de s'installer, tout en essayant d'en gagner pour que les situations de Vinicius et Rodrigo soient régularisées. Il impressionnera tellement pendant la pré-saison qu'un départ en prêt lui sera proposé. Il est considéré comme trop en avance pour jouer en 3ème division espagnole, prêt pour jouer en Liga et c'est Mallorca qui réussira à sécuriser le prêt. Dans la pire équipe de Liga qui lutte contre la relégation avec un effectif assez limité, il réussit à se distinguer. Si balle au pied il est capable de faire des différences énormes, il est rapidement pris par les critiques de ceux qui pensaient qu'à lui seul, il éviterait la descente du club en L2. Son incapacité à concrétiser, sa manière de perdre des ballons, de ne pas trouver les bonnes passes, son manque de travail défensif et son incapacité à résister au duel physique sont pointés du doigt. Et si on est honnête, c'est normal qu'un joueur qui vient à peine de débarquer en pro, qui vient à peine de débarquer en Europe, ait autant de failles. Mais malgré tout ça, pour une première saison, c'est très encourageant. Il évolue dans une attaque mal construite, il est couvert par la pire défense de la ligue et cette expérience lui permettra de se construire. Mentalement, il a une pression immense. Il est un crack de la Masia qui a rejoint l'ennemi, un crack japonais d'un pays qui n'a pas sorti de talent depuis des années. Tous les supporters les plus débuts de la planète le regardent et ne comprennent pas pourquoi il n'est pas déjà titulaire au Real. Mais lui a bien compris qu'une carrière se construit. De retour au Real, la situation des deux Brésiliens n'a pas changé, il doit donc attendre encore une année de plus. Et surtout la fin du Covid. Il est donc envoyé dans l'étape suivante de sa formation, un club de plus grande envergure qui joue l'Europe, Villarreal. Ce qui aurait dû être un rêve devient un cauchemar, puisqu'Emery lui fait rapidement comprendre qu'il n'a pas le temps de l'accompagner dans sa progression, il n'a pas l'opportunité de lui laisser le temps, puisque lui ne marque pas. Il n'est pas décisif en championnat, ses défauts cités précédemment sont toujours présents, et la concurrence avec d'autres joueurs comme Samuel Chukwueze ou Yeremy Pino ne le met pas en valeur. Après seulement 6 mois, son prêt sera malheureusement cassé et sera renvoyé dans un autre pour finir les 6 derniers mois de la saison dans l'horrible Getafe. Cette situation sera un avertissement pour
pour Kubo. Pour cette 3e saison, il est jugé comme pas prêt pour s'imposer au Real. Il est envoyé dans un 4e prêt à Majorque. Là-bas, il retrouve un groupe qui le connaît et se remet en confiance, mais ses problèmes pour être décisif sont toujours là. Et surtout, il connaît sa première grosse blessure en Europe et s'absente pendant 2 mois de compétition. Lui qui veut être un grand joueur, qui veut répondre aux attentes placées en lui, prend conscience que sa carrière ne va pas dans le bon sens. C'est cette réflexion qui lui fera faire un choix qui en étonnera plus d'un. Fini les prêts, fini l'enchaînement de clubs, place à la stabilité pour ce qu'il considère comme sa dernière chance de prouver que son héritage ne se résumera pas à des compil skills sur YouTube. Ancelotti et le Real ne lui font toujours pas une place dans l'effectif et il décide donc de partir définitivement de Madrid pour une destination qui est selon moi la meilleure possible. Il n'aurait pas pu choisir mieux pour sauver sa carrière qui commence à ressembler à celle d'un joueur qui n'atteindrait pas le potentiel qui lui était attribué. La Real est un club à l'ancienne, qui n'est pas en phase avec son temps et qui pourtant grandit depuis des années dans l'ombre des 4 gérants de la Ligue. Depuis la nomination d'Imanol Alguacil, le club est passé du milieu de tableau à l'Europe, il a retrouvé la Ligue des Champions, le tout grâce à la mise en place d'un jeu intéressant et au respect des dogmes du club. Si tu regardes l'effectif, tu comprends que la Real n'est pas un club très actif sur le marché des transferts. Il n'y a pas de grosses dépenses pour construire un succès éphémère, non. La plupart des joueurs sont des jeunes de l'académie, ils ont grandi avec le maillot collé à leur peau, ils ont performé, ils sont aujourd'hui le noyau dur de l'effectif, avec en prime un coach qui les a fait grandir chez les jeunes qui les retrouvent dans l'élite. Le centre de formation est un élément clé, la baie du club avait même atteint la 2e division sous Xabi Alonso, cela montre l'importance que ce passage a aux yeux du board, mais cela montre aussi le niveau des jeunes. Si tu regardes les matchs de cette équipe, ce qui te frappera le plus, c'est le niveau technique global qui est très impressionnant et particulièrement visible dans les matchs européens. La victoire contre Benfica illustre parfaitement la discipline tactique et le niveau technique de l'équipe d'Imanol. Les Barrenetxea et autres joueurs ne sont pas très médiatisés, mais ils sont des joueurs très intéressants qui mériteraient plus d'exposition. La plupart dans le groupe se connaissent depuis leur enfance. Si tu rajoutes à ça des capacités techniques élevées, une application tactique quasiment parfaite, tu te retrouves avec certains schémas de jeu et des circuits de passe très intéressants qui ont permis à l'équipe de dominer quasiment tous leurs matchs sur la saison. Mais ce n'est pas la seule source de réussite, puisqu'en plus d'avoir une académie exceptionnelle, le recrutement de joueurs, que ce soit dans le pays ou à l'international, est particulièrement intéressant à analyser. Récupérer des profils dont la carrière est dans une passe compliquée et les relancer est une des spécialités du club basque. Alexander Isaac, Carlos Vela, Adnan Januzaj, Alex Remiro, Juanmi, le club qui a formé Griezmann ou lancé Théo Hernandez est connu pour être une passerelle exceptionnelle. Kubo colle à cette idée. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a choisi les Basques, puisqu'un succès en particulier a sûrement impacté plus que les autres la réflexion du japonais. Martin Odegaard. Le Norvégien et lui ont des parcours très similaires. Les deux ont connu les prêts à répétition, l'énorme pression liée à leur parcours, une jeunesse sous les feux des projecteurs, et c'est pour cela que le choix est aussi intelligent. La Real sait gérer ce genre de joueurs, ce genre de situation pour remettre les têtes dans le droit chemin, et les liens avec la Maison Blanche ont sûrement dû faciliter les négociations entre les deux clubs. À son arrivée, Kubo comprend très vite que c'est sûrement sa dernière chance de prouver qu'il n'est pas un effet de mode, qu'il est un joueur avec des qualités, et Alguacil l'a très vite compris lui aussi. Pour sa première saison, il se retrouve comme un couteau suisse déployé sur tout le front de l'attaque, servi par des passeurs exceptionnels comme Mikel Merino, David Silva, Brais Mendes et Zubimendi, entouré d'attaquants performants comme Barrenetxea, Oyarzabal, Sorloth ou Alejo. Il retrouve à petit des couleurs et redevient une promesse excitante du championnat. Là où avant il était coincé dans des schémas ou simplement considéré comme celui qui sauverait un club de la relégation, avec la Real, il retrouve un statut cohérent, une évolution logique après son prêt intéressant à Majorque et une place dans un collectif qui prime sur l'individuel. Avec Alguacil, il développe son jeu de passe, il améliore son repli défensif, il réussit enfin à être décisif, il comprend de mieux en mieux ses forces. Lui qui se voyait comme un numéro 10 devient petit à petit un milieu offensif côté droit qui rentre à l'intérieur pour tuer son vis-à-vis et apporter du danger dans la surface. Il avait toujours été adulé pour sa capacité à tabasser les défenses, maintenant il réussit enfin à sortir de ses dribbles et faire le bon choix. C'est une amélioration notable puisque petit à petit, son travail et la gestion par son coach font que ses défauts ressortent moins et sont gommés pour laisser place à un joueur qui répond enfin aux attentes. Avec 9 buts et 9 passes décisives, il réalise une saison pleine qui lui vaut d'être élu joueur de la saison par les supporters puisqu'il aura grandement contribué à la qualification en Ligue des Champions. À 22 ans, il va enfin découvrir la plus grande compétition, mais dans un contexte assez spécial. David Silva, le leader de l'équipe, a pris sa retraite. C'est triste, mais cela laisse un vide qui devrait être comblé. Si numériquement elle le sera par l'arrivée de Jack Ryan, sur le terrain, de nombreux joueurs vont commencer à évoluer à un niveau au-dessus. C'est visible avec Zubimendi qui tente de plus en plus de se montrer efficace offensivement, mais c'est aussi visible avec le japonais. Son début de saison est exceptionnel. Il a été une menace constante. Chaque match, il nous sort de son chapeau une course, un dribble ou une passe cachée qui illumine le terrain de son talent. Son duo avec Amari Traoré qui rentre dans l'axe pour attirer les adversaires est particulièrement efficace. Sa capacité à gagner des mètres
remettre balle au pied ou d'offrir une solution en profondeur en font un attaquant imprévisible qui a en plus pas mal de liberté d'action. Si son physique, ses déplacements, sa conduite de balle sont clairement difficiles à dissocier de l'image qu'on se fait de Messi, Kubo est encore très loin d'avoir atteint son plein potentiel. Il doit toujours s'améliorer devant les cages, il continue à progresser physiquement pour toujours résister mieux au duel, il doit continuer à améliorer ses choix dans la surface pour toujours être le plus précis possible et peut-être essayer de travailler le pied droit pour s'offrir plus de solutions. On l'a vu au début de saison que tous ces axes de progression ont été cernés et travaillés par le japonais qui n'est pas le type de joueur à se reposer sur ses acquis. Aujourd'hui, il est une tête d'affiche du championnat. Il est le symbole du renouveau du Japon. Grâce à lui, San Sebastian est regardé par des milliers de personnes du continent asiatique et beaucoup de clubs ont commencé à le regarder avec intérêt. Cet été, le Real a même pensé à le rapatrier mais lui n'a pas voulu. Lui qui est un joueur extra-communautaire aurait enfin pu porter le maillot madrilène et l'achat d'Arda Güler montre clairement que Florentino Pérez et Kubo ont tourné de la page. Le Real le rachètera sûrement pour le revendre lorsqu'il souhaitera quitter les Basques, mais pour l'instant ce n'est pas le moment. Il doit encore grandir, beaucoup grandir, il doit profiter de sa stabilité pour s'affirmer et devenir un leader du vestiaire en plus de celui du terrain qu'il est déjà. Tu sens qu'il a encore beaucoup de travail et que le fait de passer 2 saisons de suite dans le même club pour la première fois de sa carrière professionnelle est en train de payer. Pour l'instant, son objectif est de permettre à son club de jouer pour une seconde fois la Ligue des Champions, tout en continuant le parcours très prometteur de cette saison. Kubo est enfin le joueur que l'on attendait tous, et si l'étiquette du Messi japonais a dû lui mettre une pression énorme, aujourd'hui celui qui a floqué taquet dans son dos est en train d'écrire sa propre histoire. Et les échecs du début n'ont été des leçons que Kubo a bien compris.